Merci à tous les orateurs. Donc, on passe tout de suite au symposium d'Annunutritia, que je remercie énormément d'avoir voulu organiser ce sympo, qu'on a intitulé Les avancées en nutrition infantile. Donc, parmi nous, donc, on aura deux éminents conférenciers, le professeur Zha Mouane, que vous connaissez très bien, président de la Société marocaine de gastroentérologie pédiatrique et chef de service de pédiatrie à Rabat, au CHU de Rabat, et Dr Alexis Mosca, donc gastroentérologue pédiatre à l'hôpital Robert Debré, et il s'intéresse beaucoup au microbiote intestinal. Je vais leur demander de respecter le temps, donc 20 minutes pour laisser 5 minutes à la discussion. Donc, tout de suite, Alexis Mosca va parler de microbiote intestinal, de nouveau-né, émergence d'un écosystème. Docteur Ben Souda, est là? C'est bon? Le responsable de laboratoire, il vous dit qu'il y a un groupe WhatsApp, donc vous avez peut-être reçu le message. Vous allez recevoir Inch'Allah, une question. Merci de répondre et après le symposium, il y aura un quiz. Merci. Merci, vous avez la parole. Question mystère. Je ne sais pas si la réponse est dans les exposés. Je ne connais pas la question en tout cas. Bonjour à toutes et à tous. Je suis extrêmement ravi d'être ici parmi vous, devant cette très très belle assemblée de pédiatres. Et dans un endroit en plus merveilleux, pour parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur depuis des années, qui est le microbiote intestinal de l'enfant et particulièrement du nouveau-né. Alors c'est un sujet qui est très très à la mode et c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses et c'est un peu comme pour l'épidémie de coronavirus, hein, et il faut savoir trier le vrai du fait de faire dans ces 20 prochaines minutes. Alors, la première chose, si ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Ah, si, c'est bon. Voilà. Alors, déjà, vous avez tous entendu parler du terme de dysbiose. Oui. Qu'est-ce que c'est une dysbiose? Est-ce que, si j'analyse votre microbiote intestinal, comme ça, je regarde les bactéries qu'il compose, est-ce que je peux dire, aussi bien que le fait Monsieur Feuillet avec les chromatographies des acides aminés, dire bah, ça, il y en a trop, ça, il n'y en a pas assez. Est-ce que je peux dire ça? Est-ce que je peux faire comme un ionogramme? Ben voilà, vous avez trop de firmicutes, moins de bactéroïdétesse. Oui. Voilà, il y a une anomalie et c'est là où on va rentrer dans des choses, nous médecins, on va ouvrir une fenêtre sur un monde qui est le monde de l'écologie. Et le monde de l'écologie, bah, ce n'est pas tout à fait le monde de la biologie. Et donc une dysbiose, bah, ce n'est pas comme un ionogramme sanguin, c'est des notions écologiques d'équilibre. Alors, je vous dis ça, je ne l'ai pas inventé. Hein. Alors, on avait beaucoup déjà l'idée de ça, qu'effectivement, quand on regardait des microbiotes de personnes saines et malades, on voyait des différences, mais ce n'étaient pas toujours les mêmes. Eh bien, ces auteurs chinois, ils ont fait une étude extraordinaire là, qui a été publiée il y a 2 ans, puisqu'ils ont séquencé le microbiote de 7000 individus. 7000 individus en Chine, dans différents districts à peu près. Et ils ont regardé, donc chaque individu, comme on le sait, avait un microbiote différent. Et après, ils ont voulu regarder qu'est-ce qui impactait le plus la composition du microbiote. Et donc vous voyez ici que ce qui impactait le plus la composition du microbiote, non, mais ça ne marche pas sur l'écran en fait. Ouais, c'est pour ça. Je le fais sur la diapo. Ce qui impacte le plus, eh ben, c'est le district. C'est simplement leur code postal. C'est là où ils habitent. C'est ça qui détermine le plus leur microbiote intestinal, beaucoup plus que l'âge, le sexe, qu'ils mangent, les traitements qu'ils reçoivent, etc. Et alors, ils ont été plus loin. Ils se sont dit, bah, on sait qu'il y a une dysbiose associée, par exemple, à certaines maladies métaboliques, le diabète de type 2.
Et ben on va regarder si on retrouve cette dysbiose. Alors ils vont dans un district et ils voient qu'effectivement, s'ils voient entre sujet sain ou sujet diabétique de type 2, ils voient des différences et ils peuvent prédire, en faisant le microbiote dans ce district, avec une probabilité d'à peu près 75%, eh ben tiens, votre microbiote, il est associé au diabète de type 2 ou pas. Et puis après, ils prennent ces mêmes caractéristiques, ils vont dans le district d'à côté, et ça, c'est les points roses, vous voyez que la prédiction chute à 50%. Prédiction à 50%, c'est le pile ou face, d'accord ? C'est-à-dire, ça ne prédit plus rien. Donc la dysbiose dans un district n'était pas la même que dans un autre. Ça, c'est une première notion à avoir, il n'y a pas de dysbiose universelle. La deuxième, et c'est résumé un petit peu sur cette analogie littéraire dans le livre de Léon Tolstoï, Anna Karénine, il dit « Toutes les familles heureuses se ressemblent et toutes les familles malheureuses sont malheureuses différemment les unes des autres. » C'est un petit peu pareil pour notre microbiote. Hein. Les microbiotes dysbiotiques sont un peu différents tous les uns des autres. Alors, une autre illustration de ça, c'est des gens qui ont séquencé le microbiote d'un individu tous les jours de l'année. Donc vous voyez, ici, je vais y arriver, voilà, il est à peu près stable, et puis ici, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il est parti à l'étranger, il est revenu, et son microbiote revient comme avant. Cet autre individu, ils ont fait pareil. Ici, vous voyez qu'il se passe quelque chose. Il y a clairement une baisse de... Vous voyez que la courbe se contracte, une baisse de la richesse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu une diarrhée. Et après, il est revenu comme d'habitude. Mais au fait, si on regarde vraiment au niveau des genres bactériens, autant celui-là, avant, quand on zoome au niveau du voyage, avant il était comme ça, après il revient comme ça, c'est-à-dire à peu près pareil, autant celui qui a eu l'infection, vous voyez que avant, il était comme ça, et après, il n'est plus du tout comme ça. Et ça veut dire que son microbiote s'est rééquilibré d'une autre façon. D'accord ? Et alors, j'aime beaucoup cette image. Alors, je vais passer ça parce que c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de temps. Voilà. J'aime bien cette image un petit peu de l'image d'un microbiote comme étant à l'équilibre dans un paysage. D'accord ? Eh bien, vous voyez que quand il naît, et on va surtout parler de ça aujourd'hui, la petite bille, elle est sur un plateau. Elle est très instable, elle peut aller un petit peu dans toutes les directions. Et puis, avec le temps, eh ben, elle va aller se stabiliser, aller dans un puits. D'accord ? Et ensuite, quand elle est au fond du puits, c'est le microbiote adulte, hein, vers l'âge de 2-3 ans, eh ben, à ce moment-là, vous voyez que s'il se passe quelque chose, un virus, une prise d'antibiotiques, un voyage à l'étranger, quoi que ce soit, eh bien, normalement, le système est résilient, c'est-à-dire elle va bouger puis revenir. Mais si la perturbation est trop forte, ou bien si le puits n'est pas très profond, c'est-à-dire si le microbiote ne s'est pas bien stabilisé, une petite modification va pouvoir emmener ce microbiote dans un état dysbiotique. Et c'est résumé un petit peu sur ces plaques-là, c'est-à-dire que vous voyez que quand on perturbe, ça peut revenir à l'état d'avant. Si on perturbe trop fort, ça peut rentrer dans un état dysbiotique. Et surtout, et c'est ça dont on va parler aujourd'hui, si on perturbe tôt dans la vie le microbiote, on va d'emblée aller dans un puits qui va probablement faire augmenter le risque d'un certain nombre de maladies plus tard dans la vie. Et c'est ce que je vais vous montrer. Alors, quand est-ce que l'histoire commence? Quand est-ce que la petite bille commence à s'installer? Eh bien avant la naissance, finalement, parce qu'on hérite de notre microbiote intestinal. On est des Homo sapiens, d'accord, qui avons à peu près 300 000 ans d'ancienneté. Et ce qu'on voit par rapport à notre famille, qui est la famille des grands singes, eh bien que si on regarde la subdivision... hop là, j'ai tout raté. Voilà. Si on regarde la subdivision phylogénétique... Je vais me mettre là, en fait. Si on regarde la subdivision phylogénétique des grands singes et qu'on fait la même chose avec le microbiote, on voit les mêmes embranchements. Tout ça pour dire que notre microbiote est spécifique de notre espèce. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on est Homo sapiens? Eh bien, on a modifié notre alimentation, d'abord avec l'apparition de l'agriculture, puis avec de plus en plus de nourriture industrielle, etc., puis les pratiques d'hygiène, les antibiotiques, la césarienne, etc. Et ce qui fait que notre microbiote aujourd'hui est beaucoup moins diversifié qu'il ne devrait l'être par rapport à notre espèce d'Homo sapiens. Et comment on le sait, ça? Eh bien, on le sait parce qu'on a séquencé le microbiote de populations qui vivent, par exemple, en Tanzanie
et qui ont un mode de vie comme Cro-Magnon. Ils sont nomades, ils sont chasseurs, cueilleurs, etc. Et on voit qu'effectivement, leur microbiote est beaucoup plus diversifié. Un autre indice que l'on a, parce que vous savez qu'au cours du dernier siècle, il y a eu énormément d'évolutions dans le mode de vie, dans les pays occidentaux et même ailleurs. Et bien, qu'est-ce qu'on voit chez l'enfant? Et bien, on voit que le pH des selles a pris 1 point. C'est-à-dire qu'il est moins acide de 1 point. Et ça, c'est très très net, puisqu'on a des mesures de pH des selles au cours du dernier siècle. Et on voit très bien qu'il y a moins d'acidification des selles des nouveau-nés. Et pourquoi? Parce que maintenant, nos nouveau-nés, il manque de certaines bifidobactéries qui acidifient ces selles. Donc on a des vraies preuves de ça. Alors, une dernière image pour vous dire qu'on hérite de ce microbiote intestinal. Ça, c'est une étude très intéressante qui a pris des femmes enceintes. Elle a pris le microbiote. Il y avait des femmes enceintes maigres, enfin, poids normal, et des femmes enceintes obèses. Elles ont donné naissance à leur bébé, qui était normal, évidemment, et ils ont pris le microbiote de ces bébés, et ils ont instillé ce microbiote à des souris. Et quand ils ont donné ça à des souris et qu'après ils ont fait manger des souris un régime riche en gras, eh ben, ils ont montré que les souris qui avaient reçu le microbiote du nouveau-né né de mère obèse, d'accord, eh ben, ils faisaient plus de stéatose hépatique. Donc ils avaient un surrisque métabolique parce que leur maman était obèse et que c'était médié par le microbiote intestinal. Alors ensuite, pendant la grossesse, qu'est-ce qui se passe? Alors je vous passe vite, il y a eu plein de débats sur la littérature. Est-ce que le fœtus, il est dans une ambiance stérile, pas stérile? Finalement, il y a eu une étude là, dans Nature l'année dernière qui, en regardant bien les choses, a vu que globalement, à chaque fois qu'on a retrouvé du microbiote soi-disant dans le placenta, dans l'équilibre amniotique, tout ça, c'était globalement des artefacts. Donc on considère encore que le bébé est dans une ambiance stérile. Mais par contre, ça ne veut pas dire que la maman n'influence pas son bébé à travers son microbiote intestinal. Et ça a été très très bien démontré chez la souris, puisqu'on prend des souris sans germes. Et pendant la grossesse, il y a un groupe de souris à qui on va instiller une bactérie. Et alors c'est assez extraordinaire, c'est que cette bactérie va mourir dans l'intestin de la maman avant que la souris mette bas. Donc du coup, les souriceaux seront sans germes. La seule différence entre les groupes, c'est que pendant la grossesse, il y en a qui ont eu une bactérie dans le ventre de la maman. Et bien, ce qu'ils voient, et on va aller assez vite là-dessus, c'est qu'en tout cas, ils voient que chez les souris dont la maman était colonisée par une bactérie, ils avaient un système immunitaire mieux développé. Ce qui fait tout à fait sens parce que nous, humains, on va aller vivre dans un monde microbien, donc il est logique que dès pendant la grossesse, on prépare notre système immunitaire à vivre dans ce monde-là. Une autre chose très intéressante qui se passe pendant la grossesse, ce qui a été démontré très récemment, c'est qu'au fait, au cours de la grossesse, la maman, elle enrichit son microbiote en bifidobactéries pour les transmettre à son bébé. Et sur les études animales, ça semble lié à une augmentation de la progestérone pendant la grossesse. C'est la progestérone qui va modifier le microbiote intestinal. Alors ensuite, à la naissance, il naît un écosystème. C'est ça un peu, ça va être le message de mon topo, c'est-à-dire que, au fait, quand un bébé naît, il y a 2 naissances. Il y a la naissance du bébé et la naissance d'un écosystème. Et cet écosystème, c'est de l'écologie, ça répond à des règles. Par exemple, au début, le microbiote du nouveau-né, il est très riche en bactéries anaérobies facultatives qui peuvent consommer de l'oxygène, comme les fameuses Escherichia coli, par exemple, les streptocoques. Et ces bactéries vont consommer l'oxygène et à la fin, elles vont faire un milieu complètement anaérobique pour le microbiote mature de l'adulte. L'autre chose qui a été montrée comme règle écologique, c'est la primauté aux premiers arrivants. Si vous colonisez d'abord une souris avec un microbiote A puis un microbiote B, à la fin, son microbiote ressemblera plus au microbiote A. Alors que si vous faites l'inverse, il ressemblera plus au microbiote B. Donc il y a des règles écologiques comme ça qu'on découvre, qui sont complexes et qui sont pas notre façon habituelle au fait d'aborder la médecine, et c'est ça qui rend les choses passionnantes. Et puis tout cet écosystème, il arrive sous influence. Alors quelles sont les influences majeures qui modèlent la mise en place de cet écosystème? Alors la première chose qu'on peut se demander, c'est est-ce que c'est dépendant de notre génétique? Est-ce que parce que j'ai tel
je suis de telle ethnie, etc., je vais avoir un certain type de microbiote. Donc la réponse est non. On estime qu'il n'y a que, vous voyez, 2% de la variance de notre microbiote qui est née à génétique. Ça veut dire que 98% de la variance de notre microbiote est liée à l'environnement. Alors qu'est-ce que c'est l'environnement? Eh bien, l'environnement de l'enfant, c'est évidemment d'abord la voie de naissance, et on sait depuis maintenant 10 ans que, évidemment, un enfant qui naît par voie césarienne, il va avoir un microbiote intestinal proche de la peau de la maman, et un enfant né par voie basse, plus du vagin de la maman. Et ce qu'on a su plus récemment, vous voyez, l'année dernière, c'est que, ici c'est le microbiote d'un enfant né par voie vaginale, vous voyez, à 4, 7, 21 jours, et quand il est nourrisson, et vous voyez que celui qui est né par voie césarienne, il met quand même longtemps à récupérer le microbiote d'un enfant né par voie basse. Cette empreinte, elle ne reste pas toute la vie. Si je séquence votre microbiote, je ne pourrais pas vous dire si vous êtes né par voie césarienne ou par voie basse, mais il y a quand même une empreinte qui reste au moins pendant la toute première enfance. Et puis, effectivement, comme la césarienne est associée épidémiologiquement à un certain nombre, au sur-risque d'apparition d'un certain nombre de maladies, en particulier métaboliques ou ici l'asthme, ça a donné des idées, vous en avez peut-être entendu parler, puisque cette étude date maintenant depuis quelques années, de dire que quand il y a une césarienne programmée, ce qu'ils ont fait, ces auteurs-là, c'est qu'ils ont mis une compresse dans le vagin de la maman pendant 1 heure, et puis après, quand l'enfant est né, vous voyez qu'ils ont tartiné l'enfant, ensemencé la bouche, la face et le reste du corps avec cette compresse, et ils ont vu sur des premiers résultats qu'effectivement le microbiote du bébé qui avait été comme ça ensemencé ressemblait plus au bébé né par voie basse que par césarienne. L'autre facteur qui va moduler un peu la naissance de cet écosystème, c'est, une fois que l'enfant est né, c'est comment on l'alimente. Notre microbiote, il vit de nos restes. D'accord ? Tout ce qu'on ne digère pas, c'est lui qui le digère. Donc l'alimentation est un facteur puissant de modulation de cet écosystème. Et donc ce qu'on voit, alors c'est assez étonnant parce que on entend toujours, tout à l'heure on parlait de dysbiose, on entend toujours un bon microbiote, c'est un microbiote riche, diversifié, varié, etc. C'est faux chez le nouveau-né. Chez le nouveau-né, si on regarde, le microbiote d'un enfant au sein, il est très très peu diversifié et très très riche en bifidobactéries, alors qu'au contraire, un enfant en formule infantile, il a un microbiote très très variable de l'un à l'autre. Vous voyez, c'est des études qui ont déjà maintenant presque 20 ans. Et à quoi c'est dû ? Essentiellement à ce constituant dont vous allez entendre parler tout à l'heure, qui sont les HMO, dont vous avez beaucoup entendu parler, qui sont des constituants du lait maternel et qui sont très spécifiques des primates et en particulier de la femme, puisque vous voyez qu'il y en a 5 à 20 grammes par litre chez l'humain et 100 fois moins chez la vache. Donc la nature a doté la maman de nourriture spécifique au microbiote du bébé. Je vous ai dit, à la naissance, il y a 2 naissances, le bébé, le microbiote. Et la maman au sein, elle nourrit le bébé et le microbiote du bébé. Et ça, c'est une étude récente qui illustre très très bien ça. J'ai essayé d'être assez bref pour vous décrire cette étude, mais elle est très intéressante. Ils ont regardé le microbiote de la maman et puis le microbiote du bébé dans les 3 premiers mois de vie. Et puis ils ont regardé quelles étaient parmi les espèces que transmettait la maman à son bébé, quelles étaient celles qui allaient s'implanter. Et alors, ils ont vu qu'il y avait des espèces qui étaient très nombreuses chez la maman, et puis des fois, ce sont elles qui s'implantent chez le bébé, et puis des fois, ils ont vu que ce n'étaient pas les plus nombreux chez la maman qui s'implantaient chez le bébé. Ils ont essayé de comprendre pourquoi, alors que la maman transmet beaucoup d'une espèce A et moins d'une espèce B, pourquoi c'est l'espèce B qui va rester chez le bébé ? Et c'est l'espèce B qui reste chez le bébé quand l'espèce A n'a pas de quoi digérer les oligosaccharides du lait maternel. Donc encore une fois, ce qui influence beaucoup la composition du microbiote, et c'est logique, les êtres vivants sont là et survivent parce qu'ils ont de quoi manger. Et donc ça, c'est important. Voilà, la maman transmet à son bébé les bactéries qui sont capables de digérer les HMO. Pour terminer, cet établissement aussi, on peut aussi le perturber par des médicaments, en particulier les antibiotiques. Et maintenant, je vous l'ai résumé ici sur une plaque, mais il y a énormément d'études qui ont montré que le fait de donner des antibiotiques tôt dans la vie, ça retarde la maturation du microbiote intestinal avec des conséquences sur le système immunitaire et beaucoup d'études épidémiologiques qui ont
montrer un lien d'association entre des antibiotiques pris tôt dans la vie et l'apparition de nombreuses maladies telles l'obésité, l'allergie, les maladies inflammatoires intestinales, le diabète de type 1, le diabète de type 2, toutes ces maladies dont on voit qu'on voit exploser dès qu'un pays s'occidentalise, on voit exploser ces maladies. Eh bien, en tout cas, l'antibiothérapie précoce favorise l'apparition de ces maladies. Ce sont évidemment des maladies multifactorielles, mais il semble que cette antibiothérapie précoce en soit un des facteurs aggravants. Et vous voyez que même l'antibiothérapie per partum, c'est-à-dire juste l'antibiotique que prend la maman pour la prévention de la transmission du strep-B, peut avoir des impacts jusqu'à 1 an de vie sur le microbiote du bébé. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu tous ces facteurs les uns après les autres, hein, la génétique, le mode de vie, etc., l'alimentation, la césarienne, qu'est-ce qui module le plus finalement? Parce que là, on les a pris un par un. Qu'est-ce qui module le plus? Eh bien, cette étude-là a regardé ça. C'est-à-dire, elle a pris le microbiote des bébés depuis l'âge de 3 mois jusqu'à l'âge de 40 mois, et elle a regardé quels étaient les facteurs qui modulaient le plus le microbiote intestinal. Et ce qu'on voit très nettement, c'est que chez le tout petit, entre 3 et 6 mois, ce qui module le plus le microbiote intestinal, c'est le fait d'être allaité ou pas. Et vous voyez que cet effet, évidemment, est moins marquant avec le temps, mais c'est un effet qui est très important dans la composition précoce du microbiote. Et alors, juste pour vous souligner l'importance que ça a pour la santé de l'âge adulte, de l'enfant plus tard et puis de l'âge adulte, tout à l'heure, j'ai vu qu'on va parler de l'allergie, de la marche allergique, hein, comme quoi il y aura une succession d'allergies. Peut-être la première marche, elle est là. Vous voyez, là, ce sont des gens, c'est une étude qui a été publiée en 2020, là, il y a quelques semaines. Ce sont des Italiens qui ont regardé, qui ont suivi près de 500 enfants, et ils ont pris leur microbiote très tôt dans la vie, vous voyez, à 5, 13, 21 et 31 semaines, et puis ils les ont suivis jusqu'à l'âge de 3 ans pour voir s'ils faisaient une dermatite atopique. Et ce qu'ils ont vu ici, c'est les enfants, c'est un indice de richesse du microbiote, et vous voyez que très tôt dans la vie, les enfants qui vont faire une dermatite atopique à l'âge de 3 ans ont un microbiote qui est beaucoup moins diversifié que ceux qui ne le feront pas. Donc peut-être que là, on a une explication, et puis surtout ce qui est intéressant, c'est que c'est un facteur potentiellement modifiable, parce que la génétique, c'est difficile à modifier, pas complètement possible, mais difficile. Mais en tout cas, cet environnement-là, on peut peut-être essayer de l'améliorer. Donc voilà, pour conclure, ce que je voulais vous démontrer en une vingtaine de minutes, c'est que, voilà, quand l'enfant naît, il se développe, son système intestinal se développe, son microbiote se développe, tout ça est en dialogue constant, et s'il y a une perturbation de ce dialogue dans ces âges précoces, ça peut favoriser l'apparition de toutes ces maladies multifactorielles dont on a parlé. Et les messages, c'est que donc, premièrement, la dysbiose n'est pas, on ne peut pas dire vous êtes dysbiotique, pas dysbiotique, ça dépend de votre état de santé. Qu'on a quand même un appauvrissement et une héréditabilité du microbiote qui est de plus en plus dysbiotique avec le mode de vie occidental, que l'implantation du microbiote intestinal a probablement une influence sur la santé de l'enfant et de l'adulte qui deviendra, et qu'il faut connaître les éléments qui perturbent cette implantation, et dans le topo suivant, on verra justement comment on peut essayer de rétablir un bon équilibre. Et puis, je voudrais finir par cette image, puisque ici, nous sommes pédiatres. On nous a appris dès notre premier jour de pédiatrie que un enfant, ce n'est pas un petit adulte. Voilà, on ne raisonne pas avec un enfant comme avec un adulte. Et c'est la même chose avec son microbiote. Quand on s'intéresse au microbiote de l'enfant, on est sur un écosystème émergent. Et vous imaginez bien qu'agir sur cette petite plante en train de pousser ne va pas être la même chose qu'agir sur un écosystème déjà implanté, stable, résilient, etc. Donc c'est notre rôle aussi de pédiatre de prendre soin de ce nouvel organe, de ce nouvel écosystème, en même temps qu'on prend en charge l'enfant, parce qu'on voit que ça a des conséquences sur sa santé future. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Oui, merci beaucoup, Dr Oscar, pour ces notions sur le microbiote qui sont extrêmement intéressantes. La relation avec l'alimentation et
Et le rôle du lait maternel est quand même assez impressionnant. Je vais présenter donc, professeur Nizam Ouhan, qui n'a pas besoin d'être présenté. Je pense que tout le monde connaît le professeur Nizam Ouhan, qui va donc nous parler des HMO, un grand pas en nutrition infantile. Mais ça marche pas là-dessus. Ah, elle est en dessous là. Mais... La souris, pour qu'il sorte là. On peut prendre une question. On peut prendre une question en attendant l'installation. Très intéressant et ça nous conforte davantage de l'intérêt de l'allaitement maternel, chose qui a été toujours souhaitée par les pédiatres. C'est vraiment, moi j'étais très ravie de vous écouter. Maintenant, l'activité, c'est les césariennes, c'est l'attitude du gynéco vis-à-vis du mode de naissance, c'est-à-dire la césarienne ou pas césarienne. Voilà. Parce que c'est le seul élément sur lequel nous voulons peut-être agir. Alors, il y a des éléments sur lesquels on peut agir, d'autres où on peut moins agir. La prescription d'antibiotiques, on peut la diminuer, et des efforts ont été faits pour la diminuer de près de 50% dans certains pays, donc on peut agir. Les antibiotiques, ça sauve la vie, on ne va pas les arrêter. Césarienne, pareil, il y a effectivement des grandes disparités entre les pays. Je crois que le Brésil doit tenir la palme d'or avec plus de 50% de césariennes. Nous, en Europe, on est autour de 20%. Le Maroc, je ne sais pas. Mais même à l'intérieur des pays, il y a des grosses variations entre les structures. Nous, par exemple, en France, on sait que les cliniques privées ont tendance à en faire plus que les hôpitaux publics. Donc, on peut essayer de réduire ces taux. Maintenant, il y a des fois où la césarienne est inévitable, où l'antibiotique est inévitable. Et c'est là où je pense que c'est là où il y a la partie excitante, c'est qu'on va essayer de trouver des moyens de restaurer la balance. Sachant que, entre vous et moi, tous ces facteurs-là qui agissent sur l'enfant, l'antibiotique, la césarienne, ils sont probablement une importance moindre que simplement l'héritabilité. Et je n'ai pas pu vous montrer plus d'études, mais il y a des preuves assez convaincantes qui font que, au fait, un enfant même qui naît par voie basse, d'une maman qui n'a pas reçu d'antibiotiques, qui a allaité au sein, etc., il sera quand même dysbiotique par rapport à sa référence. Et parce qu'on dit que là, effectivement, par exemple, je vous ai parlé de la césarienne et de l'allergie, on voit que ça augmente d'un facteur, ça augmente de 20% le risque de faire une allergie, donc ça augmente d'un facteur 0,2. Si on regarde par contre combien il y avait d'allergiques en 1920, voilà, c'est dramatique là. Bon, on va laisser la discussion à la fin, si vous voulez bien.